Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants, pour du cours d'introduction à la pensée critique. Dans cette huitième vidéo, je vais justement continuer et terminer le module, l'introduction en fait du module 3 parce que vous avez les détails dans les notes de cours. Alors, ce sera des erreurs de raisonnement en rapport avec les raisonnements inductifs. Et on a vu que, par définition, les raisonnements inductifs tendent, pour la plupart des cas, à généraliser à partir des cas particuliers. On étudie des cas particuliers et une fois qu'on en a étudié assez, on se croit capable de généraliser pour donc établir des vérités des vérités au moins probables. Ce ne sont jamais des certitudes dans le cas des raisonnements inductifs, parce que si c'est une certitude à 100%, là, on a affaire à un raisonnement qui devient plutôt une déduction. Alors, pour les pourcentages, on a parlé justement entre 50%, plus de 50% à moins de 100%, on va parler de raisonnement adéquat, et moins de 50% et moins, on va parler de raisonnement inadéquat. Alors, dans ce sens-là, il y a des erreurs aussi de raisonnement qui sont commises, dans ce type d'argumentation inductive. Alors, j'ai énuméré ici les erreurs les plus connues. Le premier, c'est la généralisation hâtive. C'est un sophisme. La généralisation hâtive. Ensuite, vous avez l'argument en pente glissante. Et vous avez aussi le sophisme de la composition et de la division. Et enfin, vous avez le sophisme du lien causal. Dans les quatre cas, on se trompe dans la généralisation et on n'a pas suffisamment d'éléments probants pour pouvoir généraliser. C'est pourquoi on les appelle des sophismes. On va définir chacun de ces sophismes. Alors, pour ce qui est de la généralisation hâtive, vous avez d'abord il faut d'abord remarquer que l'induction elle-même n'est pas un sophisme, parce qu'il y a des auteurs qui sont plutôt déductivistes, qui peuvent dire toute induction est vraiment fondée sur une erreur. Non, c'est pas toutes les inductions qui sont hâtives. Toute généralisation n'est pas hâtive. Le raisonnement inductif lui-même est un raisonnement qui est logique, qui est valide, sauf que il faut quand même faire attention pour ne pas généraliser de manière hâtive. C'est lorsque il y a trop peu de cas particuliers analysés qu'on parle de généralisation hâtive. On n'a pas assez étudié les cas particuliers pour pouvoir généraliser. L'exemple ici, c'est lors d'un essai en public. Une A+, une sorte de voiture, le dernier modèle de la voiture de Merlens, s'est retourné sans raison apparente. Et l'observateur dit, donc, les A+, ne sont pas fiables. Et là, on comprend qu'il a généralisé de manière hâtive. Une seule voiture ne peut pas disqualifier tout un modèle de voiture. Et ça peut être un dysfonctionnement propre à cette voiture-là individuellement. Alors, c'est un sophisme qui ne peut être donc soutenu dans le raisonnement logique. Ça peut être plusieurs exemples, ça peut être quelques exemples, ça dépend du cas. Il faut étudier cas par cas pourquoi une généralisation n'est pas fondée sur suffisamment de cas étudiés. Alors, pour la qualifier de hâtive. Deuxième sophisme, c'est celui de l'argument en pente glissante. Que signifie cet argument? C'est-à-dire qu'on va extrapoler, en fait, en faisant fi, c'est-à-dire en choisissant d'ignorer une frontière établie, qui devrait rester là pour être quand même le garde-fou pour un raisonnement valide. La ligne de partage devient floue dans ce sens-là et on ne sait plus d'ailleurs justifier pourquoi on choisit une position plutôt qu'une autre.
c'est un problème dans le raisonnement inductif qui est justement un sophisme. Exemple donné ici, dans un examen de fin d'année, la note de passage est de 60%. Mais un étudiant réclame, il a obtenu 59,9%, il réclame, il dit voilà, j'ai quand même approché, il me reste seulement 0,01% pour répondre, pour avoir 60%. Et on le laisse passer. Hein, on tolère, on le laisse passer. Ah, le problème, c'est qu'un autre étudiant se présente, il a eu 59,8%. Il réclame lui aussi parce que quand même 0,02%, c'est minime par rapport à 60%. Et on le laisse passer. Et le problème, c'est qu'un autre qui a eu un peu moins va venir. Alors la pente devient glissante. La raison n'est pas suffisante, même si la différence est minime. Si la ligne de partage a été établie à 60%, il faut s'y maintenir. Sinon, il n'y a pas d'argument pour justifier pourquoi on va attribuer un avantage pour passer à celui qui a eu un peu légèrement moins et à celui qui a eu un peu en dessous, etc., etc. C'est ça le problème du raisonnement en pente glissante, en pente glissante. Un autre exemple de ce type de raisonnement en pente glissante, c'est celui qu'on appelle l'appel à la pitié. L'appel à la pitié. Ça fait partie du même type de sophisme. Quelqu'un dit, donnez-moi raison, car j'ai des problèmes, j'ai de la peine, je suis malheureux, etc. Et la personne pleure même. Alors, donnez-moi la note de passage, s'il vous plaît, parce que c'est le seul cours qui me reste pour graduer. Il faut que je passe. Voyez-vous, ça c'est un appel à la pitié. À la pitié. Est-ce que c'est un argument? Non, justement. Parce que si on le fait, d'autres cas peuvent se présenter, on n'a plus le contrôle sur la situation. Alors, ça veut dire que c'est un argument qui n'est pas du tout valide, c'est un sophisme. La pitié, c'est pas un argument rationnel. Voilà, donc l'autre type de sophisme, c'est celui de la composition et de la division. Là, c'est un sophisme qui joue sur les parties, il y a d'abord le tout et ensuite il y a les parties. On prétend que les propriétés du tout vont s'appliquer à ces parties, ou l'inverse dans le cas de la division. Dans le cas de la composition, ça veut dire que les propriétés des parties vont s'appliquer aux propriétés du tout. Ce qui est, évidemment, qui n'est pas du tout un raisonnement correct. Le premier exemple qu'on peut donner, si T, c'est le tout, et PI, ce sont les parties, dans l'argument de composition, on va dire, plutôt dans l'argument de division, on va dire que T a la propriété P, donc les parties PI, ou la partie P, la partie PI, ont la propriété P aussi. Alors, pour la composition, ça sera la même chose. Les parties, ça sera plutôt l'inverse. Les parties PI ont la propriété P, alors le tout T a la propriété P. Alors, c'est un raisonnement qui n'est pas valide parce que rien nous dit que, justement, la propriété du tout s'applique à toutes ces parties. Et il faut aller un peu plus en profondeur pour caractériser la propriété et analyser en fait, identifier les parties et voir si toutes les parties donc peuvent avoir la même propriété. Le dernier type qu'il faut considérer, c'est celui du raisonnement causal. Le lien causal entre les choses. On peut se tromper à ce niveau-là et produire des raisonnements qui sont des sophismes. Parce que on va voir la cause. Là où il n'y en a pas, parce qu'on a peut-être on a voulu qualifier rapidement le lien, ou alors c'est par une expérience antérieure, etc. Et ça sera un problème. Là, on va identifier plusieurs cas. Plusieurs cas, au moins 4 cas possibles. Le premier cas, c'est lorsque il y a on parle d'une cause là où il n'y en a pas. On a parlé en latin non causa pro causa. Non causa pro causa. Et le deuxième cas, c'est la corrélation. S'il y a corrélation entre deux faits, deux événements ou plusieurs faits même.
Et le troisième cas, c'est la ressemblance et l'analogie. Et le dernier cas, c'est la post-hoc, propter hoc. Ça veut dire que il y a une sorte de succession temporelle d'effets qui trompe l'individu, qui va dire que le précédent sera la cause du second, de l'effet du second, du second, alors qu'il n'y a pas de lien de cause à effet en réalité. Alors, dans ce sens-là, on peut expliquer un peu les structures de ces différents sophismes. Dans le premier cas, non causa pro causa, et B se produit. C'est un événement, c'est un fait, et se produit. Et l'individu va penser qu'il est plausible qu'il existe une relation causale entre A et B. Et va tirer la conclusion, A est la cause de B. Donc, le problème, c'est qu'il a pensé seulement qu'il y a qu'il est plausible qu'il y ait cette relation causale, mais ne l'a pas vérifié. C'est ça le problème. Exemple que l'on peut donner ici, le pneu a éclaté. Et comme il est plausible que la chaleur en soit la cause, et conclusion, il a éclaté parce qu'il faisait chaud, à cause de la chaleur. Alors, voyez-vous, ça ne peut pas tenir, c'est pas un argument valide. Il faut d'abord vérifier pourquoi le pneu a éclaté. Il peut peut-être avoir un défaut, il était peut-être brisé déjà, mais il restait quelque chose justement pour donc déclencher la brisure et le faire éclater. Alors ça, c'est un argument qui ne peut pas être valide. Dans le cas de la corrélation, la structure, c'est la suivante. B se produit, A se produit. Voilà. Il y a une corrélation entre le A et B, et donc A est la cause de B. Alors, voyez-vous, c'est-à-dire des événements qui se produisent ensemble, ou alors des faits qui se produisent ensemble, on voit une corrélation, et on pense que le premier est la cause de B. Ce qui ne peut pas être un argument solide, parce que, justement, j'ai donné un exemple ici, les importations qui viennent de croître dans le pays, et l'inflation qui vient de s'accélérer aussi. Et on sait d'ailleurs qu'il y a une corrélation entre l'inflation et les importations. Donc, les importations sont la cause de l'inflation. Alors là, on n'a rien prouvé, mais on s'est basé seulement sur la corrélation. C'est pas un argument valide. Il y a trois cas possibles dans ce cas-là. C'est d'abord que A et B peuvent être en lien causal. Ils peuvent être en lien causal, A et B. Mais il se peut que ce soit B qui soit la cause de A plutôt que l'inverse. Donc, dans ce cas, il faut aller un peu analyser les choses. Deuxième cas, il y a un rapport causal quelconque dans ces événements, mais malheureusement, ni A ni B n'est la cause de l'autre, mais il y a un autre facteur qui n'est pas apparent et qui est la cause de A et de B. Alors, dans ce cas-là, ça demande toujours l'analyse un peu plus en profondeur pour comprendre la cause de cette corrélation. Et le troisième cas, c'est que la corrélation elle-même entre A et B est tout à fait fortuite. Elle se produit au hasard. Il n'y a pas de lien, en fait, entre les deux éléments, les deux événements ou les deux faits. Alors là, on comprend qu'il faut un peu être attentif dans ce type de sophisme pour pouvoir identifier le problème, l'erreur. Alors, dans le cas de ce lien causal, nous avons un autre cas qui est celui de la similarité, de la ressemblance, de l'analogie. Alors, A ressemble à B par tel ou tel aspect. Donc, il existe un lien causal entre A et B. Alors là, on dit que d'ailleurs cet argument est souvent avancé dans le cas de la généalogie, des gens qui descendent du même groupe ou de la même famille. On va dire peut-être qu'ils ont un lien causal, il y a la ressemblance indique qu'ils ont le même sang, etc. Là aussi, ça peut tromper. Pour être sûr, dans ce cas-là, il faut vérifier avec les moyens qu'on peut disposer que cette ressemblance est due à la filiation. Donc, la ressemblance peut être là, même s'il n'y a aucun
lien de filiation, aucun lien causal entre les deux phénomènes. Et le dernier cas, c'est celui justement du lien causal lié à la succession temporelle entre deux phénomènes. A se produit avant B, donc A est cause de B. Voilà, donc là, c'est un problème parce qu'on risque de se tromper. L'aspect temporel n'est pas suffisant pour voir le lien de causalité. Après cela, par exemple, on peut dire après cela, donc à cause de cela. C'est le même type de sophisme. L'exemple, le passage d'une comète dans le ciel a causé tel ou tel événement sur la Terre. Alors ça peut être un argument des astrologues, par exemple, mais on sait que c'est pas suffisant pour démontrer que c'est le passage de la comète qui a causé ces événements-là sur la Terre. C'est un sophisme, c'est un argument qui n'est pas fondé sur un raisonnement solide, Alors dans ce sens-là, dans l'induction, on voit que c'est plus complexe, il faut étudier cas par cas et voir si les prémices vraiment sont démonstratifs ou alors s'ils peuvent constituer des preuves valides pour pouvoir généraliser les cas. Sinon, ça devient donc un problème de logique au niveau du raisonnement. Alors, j'arrête ici pour le moment. Je vous invite à consulter les notes détaillées pour ces différentes erreurs de raisonnement et de les étudier parce que ça va vous servir dans votre argumentation de tous les jours, mais aussi dans les cours en philosophie. Merci beaucoup.